Bonjour à tous, soyez les bienvenus chez CoinHouse. Vous êtes ici dans le premier bureau consacré au Bitcoin et aux crypto-monnaies à avoir été créé, bureau physique, à avoir été créé en Europe continentale, puisque nous avons commencé nos activités en 2014 avec pour objectif de créer un lieu de découverte où les gens pourraient venir s'informer, discuter, échanger et éventuellement aussi faire des transactions d'achat ou de vente de crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, on essaie d'être un hub de l'ensemble de la communauté autour des crypto-monnaies. On essaie d'organiser des meet-ups. Aujourd'hui, vous voyez, c'est un meet-up d'introduction. On a aussi des meet-ups beaucoup plus ciblés sur des technologies en particulier, des crypto-monnaies, etc., pour vraiment pouvoir partager et distribuer de l'information de la façon la plus efficace possible. Alors aujourd'hui, nous allons passer à peu près 1 heure ensemble, au cours de laquelle je vais vous parler surtout donc de Bitcoin, de blockchain, de tous ces concepts-là. La façon dont nous allons procéder, c'est la suivante. Donc pendant 5 minutes, je vais juste vous faire une toute petite introduction sur qu'est-ce que c'est que le Bitcoin, de ce que moi j'en comprends. Je travaille déjà depuis un certain moment là, sur ce genre de questions. Une toute petite introduction sur ce que c'est le Bitcoin, sur ce que c'est qu'une blockchain. Et ensuite, je prendrai vos questions. Et on essaiera d'avoir donc un échange qui soit le plus intéressant possible sur toutes les questions que vous pourrez avoir autour de ces sujets. Je demanderai juste, si vous avez des questions relativement techniques, relativement complexes, essayez de les garder plutôt pour la fin, sinon on va perdre énormément de monde et ce ne sera pas intéressant. Donc sans autre forme d'introduction, qu'est-ce que c'est que le Bitcoin ? Le Bitcoin, c'est une monnaie, une sorte de monnaie, un moyen de paiement, un véhicule d'investissement, c'est tout ça à la fois. Alors on dit souvent non, ça ne peut pas être une monnaie parce que ce n'est pas une monnaie qui est reconnue par un État. Alors c'est vrai, il n'y a aucun État qui reconnaît le Bitcoin en tant que monnaie, mais c'est quelque chose qui est quand même un véhicule de valeur, quelque chose sur lequel on peut échanger des biens et des services contre cette monnaie et qui a un cours. Alors c'est pas un cours légal déterminé par un gouvernement, c'est un cours qui est déterminé entièrement par l'offre et la demande. Donc c'est une monnaie qui a un certain nombre de caractéristiques techniques qui sont relativement intéressantes. Première caractéristique, c'est que c'est une monnaie qui permet de faire des transactions rapides. Une transaction Bitcoin, c'est à peu près 5 secondes, à peu près la vitesse d'un email. Que vous soyez juste en face de moi, que vous soyez à l'autre bout de la planète, vous envoyez une transaction Bitcoin à quelqu'un d'autre, il la reçoit à peu près instantanément. Ça, c'est déjà un avantage qui est intéressant par rapport à des moyens de paiement qu'on connaît, tels que les virements SEPA, qui eux peuvent encore prendre 48 heures, à l'heure où les réseaux sont tous interconnectés et où ça devrait prendre quelques microsecondes. Un paiement en Bitcoin, c'est quelque chose de très sécurisé. Contrairement à un paiement par exemple en carte bleue, où lorsque vous mettez votre numéro de carte bleue sur un site d'e-commerce, vous êtes en train d'envoyer le secret. Et que si quelqu'un réussit à l'intercepter, c'est terminé. On est capable de reprendre le contenu de votre carte bleue et de réutiliser jusqu'à ce qu'on ait vidé votre compte en banque. Un paiement en Bitcoin, c'est quelque chose qui a une signature électronique unique. Donc chaque transaction Bitcoin le portefeuille qui la génère va appliquer une signature électronique. Cette signature, elle est unique à cette transaction. Ce qui fait que même si j'avais quelqu'un qui écoutait sur mon réseau, sur ma ligne téléphonique ou autre, il pourrait absolument rien en faire. Parce qu'il ne pourrait pas récupérer les données que je suis en train d'envoyer pour régénérer une nouvelle transaction. Je serais obligé de régénérer une nouvelle transaction à partir de mon propre portefeuille. Alors ça apporte une sécurité qui est beaucoup plus forte que ce qu'on peut avoir sur les paiements, notamment avec un paiement en carte bleue. Une transaction en Bitcoin, c'est aussi quelque chose qui est décentralisé. Le réseau Bitcoin est décentralisé. Ça, c'est vraiment, aujourd'hui, essayez vraiment de retenir ce concept, parce que c'est le concept le plus fondamental, c'est cette décentralisation du réseau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le réseau Bitcoin n'est pas géré par une banque centrale, n'est pas géré par une entreprise, n'est pas géré par un groupe de personnes, n'est pas géré par un individu. Il n'est géré par personne et tout le monde à la fois. On peut dire qu'il est co-géré par l'intégralité de ses utilisateurs. Ce concept, c'est ce qu'on appelle la décentralisation. Alors, ça peut être quelque chose de fondamentalement extrêmement difficile à comprendre. On se dit, mais comment est-ce que je pourrais avoir confiance dans une monnaie ou dans un moyen de paiement qui n'est pas géré par une entité et qui est co-géré tout à la fois par l'ensemble de ses utilisateurs. Alors, le concept de décentralisation, c'est un concept qui est inhérent à l'Internet en général. De fait, on utilise aujourd'hui, d'ores et déjà, des technologies complètement décentralisées au quotidien. Par exemple, l'email.
L'email, il n'y a pas une entreprise globale, mondiale ou même par pays qui gère l'email. C'est quelque chose de complètement décentralisé. Vous prenez une machine, vous la connectez à Internet, mettez un serveur de mail dessus et immédiatement vous êtes capable d'échanger des mails sans avoir besoin de demander l'autorisation à qui que ce soit. Le web est complètement décentralisé. Pareil, vous prenez un serveur, vous l'installez, vous le branchez à Internet et immédiatement vous êtes disponible sur le web. Vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation à qui que ce soit. Technologie complètement décentralisée. Et de même façon, il n'y a personne au monde, il n'y a pas une entité, qu'elle soit étatique, qu'elle soit à l'ONU ou que ce soit une entreprise, qui gère le web et qui en contrôle le contenu. Heureusement, pour l'instant. Donc, technologie complètement décentralisée. Le Bitcoin, c'est l'application de ce principe fondamental de décentralisation à la notion de monnaie. C'est pour ça que ça a été créé. Alors vous voyez, ça, en très brièvement, voilà les caractéristiques fondamentales techniques du Bitcoin. Donc une monnaie décentralisée, une monnaie rapide et une monnaie très sécurisée. Il existe une dernière caractéristique qui est extrêmement importante à connaître sur le Bitcoin, qui est la notion de la rareté. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de Bitcoin qui existera à terme est strictement limité. On ne pourra jamais dépasser 21 millions de Bitcoin. Cette limite a été définie dès le jour de la création du protocole comme une limite absolue qu'on ne pourra pas dépasser. L'idée étant que le créateur du Bitcoin a voulu faire en sorte que cette monnaie ait une rareté intrinsèque. Une rareté qui est à peu près semblable à celle des métaux précieux, l'or, l'argent, le platine, etc., etc. Donc de la même façon que pour l'or, vous en avez une quantité limitée dans le sous-sol terrestre. Le jour où on aura épuisé les dernières mines d'or, on sera bien obligé de s'échanger l'or qu'on aura extrait. De la même façon pour le Bitcoin, on en a une quantité fixe, on atteindra à terme 21 millions de Bitcoin et on ne pourra jamais dépasser cette quantité. D'accord ? Pourquoi ? Encore une fois, on a voulu faire quelque chose qui est une rareté, qui ressemble par son fonctionnement au fonctionnement des métaux précieux. Encore une fois, parce qu'on n'a pas de banque centrale. Donc, on n'a pas une banque centrale qui serait capable de dire « Ok, cette année, je vais émettre telle ou telle quantité de Bitcoin pour que le cours augmente ou diminue ». Le cours de Bitcoin est déterminé intégralement par l'offre et la demande sur des plateformes de change sur Internet. Il y a certaines qui fonctionnent en euros, certaines en dollars, certaines en yuan, etc., etc. Et de la même façon que pour le marché de l'or, le cours du Bitcoin n'est déterminé que par cette offre et cette demande. Et bien entendu, est influencé par les nouvelles bonnes ou mauvaises qui peuvent arriver sur ce genre de marché. Voilà comment ça fonctionne. Alors cette rareté, c'est aussi ce qui fait beaucoup l'intérêt et l'attrait du Bitcoin et des crypto-monnaies en général, puisque vous avez pas mal de gens qui s'y intéressent dans une optique d'investissement. Donc je vous disais tout à l'heure, il y a cette possibilité de faire des transactions, par exemple pour acheter des produits sur des sites d'e-commerce qui fonctionnent très bien. Mais vous avez encore aujourd'hui, heureusement ou malheureusement, une grosse majorité des personnes qui achètent du Bitcoin ou des crypto-monnaies en général vont être dans une optique d'investissement, en espérant que le cours va monter et en espérant éventuellement faire une plus-value sur l'investissement initial. Quelquefois, on peut le regretter parce qu'on se dit, voilà, si on veut vraiment que cette technologie décolle, si on veut vraiment que ce soit utilisé au quotidien, le mieux ce serait vraiment qu'on ait des gens qui achètent des vrais produits au quotidien et qu'on ait les bitcoins qui circulent plutôt qu'ils soient conservés dans des portefeuilles qui ne bougent pas en attendant que le cours ait monté. Mais bon. Alors, pour terminer sur cette toute petite introduction, le concept de blockchain, dont vous avez sans doute entendu parler. Une blockchain, la blockchain, ce n'est ni plus ni moins qu'une sorte de base de données qui contient l'intégralité de toutes les transactions qui ont eu lieu sur le réseau Bitcoin depuis le jour de sa création, c'est-à-dire le 3 janvier 2009. L'idée, c'est cette base de données contient toutes les transactions, elles sont reliées entre elles, ce qui veut dire que je peux toujours remonter d'une transaction à une transaction pour suivre et traquer l'intégralité d'un chemin de transaction. Et cette base de données, ce registre, présente une caractéristique fondamentale, entre autres, c'est le fait d'être complètement immuable. Alors ça, c'est quelque chose de relativement innovant et relativement révolutionnaire. C'est le fait de, pour la première fois dans le monde de l'informatique, avoir la possibilité d'affirmer que vous avez un registre d'informations qui ne peut pas être modifié. Dans le contenu, l'idée, c'est à partir du moment où vous avez écrit quelque chose sur la blockchain, vous ne pouvez plus jamais
ni le modifier, ni le supprimer. Donc ça présente un certain nombre d'avantages et que beaucoup d'entreprises considèrent comme intéressants. Et c'est pour ça qu'on voit pas le développement, notamment dans le monde corporate, sur des développements autour de la blockchain et son utilisation pour y stocker de l'information. Voilà à peu près un très court panorama. J'ai encore plein de zones sur lesquelles on peut discuter, mais je voudrais prendre vos questions pour pouvoir répondre aux questions qui vous intéressent le plus. Je vous en prie. Monsieur. Une question. Déjà, vous dites que c'est 21 millions maximum de Bitcoin. Ouais. On en est à combien aujourd'hui? 18 millions. On est bientôt. Alors, pas forcément, parce que le tout dernier fragment de Bitcoin sera créé aux alentours de 2140. Alors, comment ça fonctionne? L'idée, c'est toutes les 10 minutes, vous avez ce qu'on appelle un nouveau bloc qui est créé, blockchain, chaîne de blocs. Toutes les 10 minutes, vous avez un nouveau bloc. Et avec ce nouveau bloc qui est créé, vous avez de la création monétaire. Cette création monétaire, c'est pour finir d'atteindre ces 21 millions. Et cette création monétaire, à l'heure actuelle, elle est de 12,5 bitcoins par bloc. Donc toutes les 10 minutes, en moyenne, vous avez 12,5 bitcoins qui sont rajoutés à la masse monétaire totale. Et le problème, le système a été conçu de telle façon à ce que cette quantité de bitcoin qui est créée soit divisée par 2 environ tous les 4 ans. Donc aujourd'hui, elle est de 12,5. Dans 2 ans, ce sera la prochaine division et on va passer à 6,25 bitcoins créés toutes les 10 minutes, puis 3 et quelques, puis 1,5, etc., etc., etc. Donc on a quelque chose qui ressemble, une création monétaire qui ressemble à peu près à un logarithme. C'est-à-dire très très rapide au début, puis qui se ralentit au fur et à mesure, etc., etc. Pour vous donner un ordre d'idée, donc aujourd'hui, 10 ans après la création du protocole Bitcoin, on en est déjà à 18 millions qui ont été générés. Dans 10 ans, on aura atteint 20 millions, mais il faudra à peu près une centaine d'années pour que le dernier million de Bitcoin soit généré. Vous avez dit que le Bitcoin avait été légalisé dans aucun pays. Il me semblait que le Japon l'avait légalisé. Alors, il y a une différence entre légaliser et être accepté comme monnaie. Alors, par exemple, si vous regardez dans la loi française, je l'ai lu la loi en question, la loi française stipule l'euro est la monnaie de l'État français. Ce qui veut dire que lorsque vous allez chez un marchand, lorsque vous allez acheter un produit, etc., le marchand n'a pas le droit de refuser votre paiement en euros, parce que c'est la monnaie légale. Par contre, si vous vous débrouillez avec le marchand et que vous lui dites bah, « je vous donne une poule, vous m'échangez ça contre un café », il n'y a aucun problème si vous êtes tous les deux d'accord. De la même façon, vous allez chez n'importe quel marchand et vous lui dites bah, « moi, est-ce que vous êtes d'accord pour que je vous paye en bitcoin ?» Et si lui il répond « d'accord, il n'y a aucun problème », bah, vous pouvez faire la transaction. Donc en ce sens, c'est légal, vous avez la possibilité de l'utiliser, mais ce n'est pas la monnaie légale. La monnaie légale, c'est celle qui a forcément cours, qui est étatiquement celle qui est officielle, et c'est celle que vous ne pouvez pas refuser. Et c'est aussi celle avec laquelle vous devez payer vos impôts. Dans la suite de cette question, comment est-ce que les États reconnaissent la valeur du Bitcoin? Hier, j'ai l'équivalent d'1 million d'euros en Bitcoin sur un compte Bitcoin. J'ai de l'impôt sur la fortune. Ah, alors rappelez-vous que M. Macron a changé le calcul de l'impôt sur la fortune et que maintenant il n'est plus redevable que de la fortune immobilière. Cependant, vous avez raison sur le fait que, bien entendu, un portefeuille en Bitcoin, c'est quelque chose qui rentre dans mes actifs. Alors, votre question, si on la pousse un peu plus loin, ça revient à la question de la fiscalité. Alors, quelle est la fiscalité qui s'applique, et notamment quelle est la fiscalité qui peut s'appliquer sur des bénéfices ou des plus-values que je peux effectuer en achetant et en vendant des crypto-monnaies. Alors, pour vous répondre très, très brièvement, tant que vous avez un portefeuille en Bitcoin et que vous êtes un particulier, vous n'avez pas à le déclarer. L'État, il s'en moque que vous ayez des bitcoins, des poules ou n'importe quoi. Par contre, le jour où vous revendez ces bitcoins, là, vous avez un virement qui arrive sur votre compte en banque. Donc là, vous devez le déclarer, vous avez fait une plus-value, et ça rentre au titre de l'impôt sur le revenu, notamment dans la case de ce qu'on appelle les BNC, bénéfices non commerciaux. Si vous avez encore des places, si vous souhaitez vous asseoir, messieurs, n'hésitez pas. Ne me dites pas que vous n'avez plus de questions. Allez-y, je suis là pour ça. Moi j'en ai une par rapport au blockchain, alors parce que si j'ai bien compris, le Bitcoin ça permet de payer anonymement, mais... Non, j'ai pas dit ça. Ah ok. Allez-y, je vous en prie.
Du coup, qui a accès par exemple à la base de données pour savoir quelle transaction a été faite quand, comment ça se présente, on va dire, Ouais. Notez si vous voulez bien blockchain.com/explorer. D'accord, blockchain.com/explorer, c'est une des vues de la blockchain Bitcoin. D'accord, vous allez sur ce site, vous tapez n'importe quelle adresse Bitcoin et vous avez l'intégralité de l'historique des transactions qui ont eu lieu sur cette adresse. Vous tapez un identifiant de transaction et vous avez le détail de la transaction. Tel compte a envoyé tel montant à tel autre compte à telle date. C'est ce que contient la blockchain. Alors vous noterez, certes, il n'y a pas le nom et l'identité de la personne qui a fait la transaction. Il y a juste son numéro de compte. Donc il n'y a pas cette notion directe d'information sur savoir qui a fait quoi sur la blockchain. Par contre, lorsque vous allez par exemple convertir des euros en Bitcoin, la plupart du temps ça va être fait soit avec des entreprises en ligne, soit avec des entreprises telles que la nôtre ici au comptoir. Et là on va vous demander votre pièce d'identité. Et là l'entreprise en question, elle va avoir une correspondance directe entre votre identité et l'adresse Bitcoin que vous utilisez. Et c'est comme ça qu'on peut éventuellement vous retrouver. Alors vous noterez, comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas prononcé la notion d'anonymat. Parce que en fait, sur le Bitcoin, on est sur une monnaie qui est dite pseudo-anonyme. Dans la mesure où vous avez toutes les transactions qui sont enregistrées dans la blockchain, dans la mesure où vous ne pouvez pas supprimer de l'information, vous ne pouvez pas la modifier, ça rend déjà le concept d'anonymat beaucoup plus secondaire. Et de fait, on a déjà vu par exemple des gens qui faisaient du trafic de drogue en utilisant des bitcoins. Et dans certaines forces de police d'Europe du Nord ont réussi à les attraper en allant vérifier les transactions qui ont eu lieu sur la blockchain jusqu'à ce qu'ils puissent remonter à une identité. Donc ce concept d'anonymat est vraiment très relatif. Sur le Bitcoin au moins. Vous avez d'autres crypto-monnaies telles que Monero par exemple, où ce concept d'anonymat est beaucoup plus fort. Ça veut dire que toutes les transactions littéralement sont publiques. Toutes les transactions sont publiques et consultables par tout le monde. Le secret bancaire suisse, Et ça disparaît justement. On est au contraire de l'anonymat. Alors, encore une fois, c'est parce qu'on est sur un modèle décentralisé. Parce que si vous aviez, évidemment, moi je dis, ok, je crée ma propre monnaie. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends, par exemple, vous savez, je prends une feuille Excel. Je prends une feuille Excel et je dis, ok, j'ai 20 utilisateurs. Voici qui possède quoi. Et à chaque fois qu'il y en a un qui m'envoie un email en disant je vais envoyer tel montant à telle autre personne, hop, je modifie ma feuille Excel, je mets plus 20 sur l'un, moins 20 sur l'autre et j'ai terminé. D'accord? Mais là, j'ai un système centralisé. C'est moi qui gère l'intégralité du process, etc. À partir du moment où je suis décentralisé, je ne peux pas cacher de l'information. Puisqu'il faut que tout le monde puisse avoir accès à cette information à tout moment. Sinon, si je restreins cette information, ça veut dire que je suis à nouveau centralisé. Donc, pour être décentralisé, je dois être public. Justement, pour Monero ou d'autres crypto-monnaies, qu'est-ce qui fait que dans leur technologie, elles sont un anonymat plus important? Alors, Monero vous promet notamment, et cette promesse est relativement bien vérifiée, vous promet notamment que vous n'aurez pas de traces. Parce que si vous allez justement sur, comme je disais tout à l'heure, le site blockchain.com/explorer, vous pouvez prendre n'importe quelle transaction et remonter de proche en proche jusqu'à la transaction qui a permis de générer les 12 bitcoins et demi du bloc dans lequel elles ont été créées. Avec Monero, vous ne pouvez pas remonter de proche en proche. Vous pouvez juste voir, j'ai un identifiant de transaction, je peux le voir sur la blockchain Monero, mais je ne peux pas savoir d'où proviennent les Monero qui ont été dépensés pour faire cette transaction, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc je perds l'historique. On sait que les 20 plus gros coûts de minage de Bitcoin possèdent 80% du hash de réalisation. Est-ce que c'est vraiment un réseau décentralisé ou pas du tout? Alors, vous allez m'obliger d'expliquer ce que c'est qu'un pool de minage. On garde ça pour un peu plus tard. Des questions génériques, des questions globales, s'il vous plaît. Oui, parce que le titre d'aujourd'hui, c'est Introduction à blockchain. Ouais. Donc, comment je peux utiliser la techno pour d'autres utilisations? Ouais. Donc, comme je disais tout à l'heure, une blockchain, c'est donc un registre d'informations dans lequel on peut stocker à peu près n'importe quoi. Alors, notez quand même, et ça c'est important, une blockchain, ce n'est pas fait pour stocker du big data. C'est pas fait pour ça. Alors, juste comment ça fonctionne?
Imaginez que par exemple sur le réseau Bitcoin, sur la blockchain Bitcoin, vous avez à peu près 10 000 machines qui sont réparties dans le monde. Et ces 10 000 machines, elles ont un historique complet de toutes les transactions qui ont eu lieu sur ce réseau. Ce qui, premièrement, rend le système extrêmement résilient et extrêmement résistant à la censure. Même si vous avez un État comme les États-Unis qui décidait du jour au lendemain d'interdire l'utilisation du Bitcoin sur son territoire, vous aurez évidemment plein de ces nodes qui disparaîtraient, mais partout ailleurs, le réseau continuerait à fonctionner. À partir du moment où vous pouvez vous connecter à ne serait-ce qu'une seule de ces nodes, sur les quelques 10 000 qui existent, vous pouvez continuer à utiliser le réseau Bitcoin. D'accord ? Donc, imaginez donc un réseau de nodes qui contiennent toutes la même information. Cette information est complètement répliquée. Alors, si vous voulez inscrire de l'information sur la blockchain, automatiquement, vous allez déclencher une transaction. Alors, c'est une transaction qui coûte de l'argent. Le coût d'insérer de l'information sur la blockchain est plus ou moins proportionnel à la quantité de données que vous voulez y stocker. Parce que au final, c'est ça le coût qui est nécessaire pour sa gestion. C'est le coût en termes de volume de données que vous voulez y stocker. Donc, le coût, c'est le coût de la techno qu'on utilise, le Oui. coût de personnes qui surveillent, je ne sais pas quoi, des mines, etc. C'est pour les mineurs, effectivement. Donc ce sont les mineurs qui, eux, vont recevoir cet argent que vous mettez pour que votre transaction soit acceptée sur le réseau. D'accord ? Donc on peut stocker sur une blockchain à peu près ce qu'on veut, mais ça va vous coûter relativement cher si vous voulez mettre des données importantes. Donc ce que font la plupart des gens, et ce que font la plupart des entreprises, c'est qu'elles ne vont pas stocker, par exemple si j'ai un fichier de 1 gigaoctet, ça n'a pas d'intérêt de le stocker sur la blockchain. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais stocker une signature de ce fichier. Cette signature, elle peut être extrêmement courte, vraiment quelques octets. Genre 40 ou 50 octets, c'est suffisant pour identifier un fichier. Ce qui me permettra ensuite, plus tard, de prouver que ce fichier, c'est bien moi qui l'ai inscrit sur la blockchain à telle date et qu'il n'a pas été modifié. Vous voyez, par exemple. Alors, il faut faire très attention, et on vient justement de lire un rapport de la CNIL sur l'utilisation de la blockchain, notamment pour les informations privées. Parce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, sur une blockchain publique, à partir du moment où vous avez écrit une information dessus, vous ne pouvez plus jamais la modifier ni la supprimer. Or ça va directement à l'encontre de la loi, notamment informatique et liberté, ou des choses comme la RGDP et tout ce genre de choses. Alors, comment on peut s'en dépatouiller ? L'idée, c'est, par exemple, si vous voulez inscrire des informations nominatives sur des utilisateurs, par exemple, la meilleure pratique, c'est d'utiliser du chiffrement. C'est-à-dire, je stocke de l'information chiffrée, cryptée, d'accord, donc elle n'est pas lisible immédiatement. Si je veux la déchiffrer, il va me falloir ce qu'on appelle une clé de déchiffrement que je vais garder ou que l'utilisateur final lui-même va pouvoir garder. Et je peux même exercer le droit à l'oubli en détruisant cette clé qui permet de déchiffrer les données. Vous voyez ce que je veux dire ? Si j'ai des données chiffrées et que je détruis la clé privée permettant de les récupérer, ces données sont perdues à jamais. Elles existent encore sur la blockchain, mais elles seront chiffrées et elles seront impossibles à récupérer. Voilà comment on peut... Ça ne serait pas traçable, ça serait finalement anonyme. Alors oui, du coup, ces informations sont anonymisées. Oui, absolument. Mais vraiment, l'idée, c'est de pouvoir vous permettre de stocker de la data tout en ayant le respect des règlements et des lois concernant la vie privée des utilisateurs. Monsieur. Je peux revenir sur les 10 000 nœuds qui sont oui. en fait des personnes Oui. physiques ou entreprises. L'un ou l'autre. Elles sont connectées entre elles et donc elles se connaissent. Non, pas forcément. Donc Alors, ça veut dire qu'il peut y avoir un nouvel entrant. Bien sûr, bien sûr. Vous allez sur Internet et vous cherchez installer Bitcoin. D'accord ? Cherchez installer Bitcoin. Qu'est-ce qu'il va vous proposer ? Il va vous proposer de télécharger une application sur votre ordinateur. Cette application, normalement, elle va s'appeler le Bitcoin Core. Okay ? Vous téléchargez le Bitcoin Core, ça fait quelques mégaoctets. Et donc, c'est un programme qui va s'installer sur votre ordinateur. Dès qu'il va être installé, dès que vous allez le lancer, il va commencer à se connecter à Internet et il va commencer à télécharger le contenu de la blockchain. Il va automatiquement trouver les autres ordinateurs, les autres nœuds sur le réseau. Il va se connecter sur une dizaine et il va commencer à télécharger la blockchain. Alors, ça va vous prendre relativement longtemps parce que ça fait quand même 100 gigaoctets. Vous pouvez compter une petite semaine sur une connexion ADSL. Au bout d'une semaine,
vous avez toujours le même programme qui tourne sur votre ordinateur, plus 100 gigaoctets de données qui sont l'historique intégral et complet, et vous êtes une node de la blockchain tout aussi valable que toutes les autres. Donc le 10 000 est un ordre de grandeur, mais il peut se multiplier. Bien entendu, plus on aura de nœuds, plus on sera décentralisé et plus le système sera sécurisé. Et Oui. donc moins. Et moi, non. Ça, c'est en fonction des mineurs, c'est autre chose. Les mineurs sont à part des nœuds. Les nœuds contiennent juste l'intégralité des données, plus le système de règles. Notamment, c'est à l'intérieur du petit bout de code que vous téléchargez qu'il y a l'intégralité des règles, et notamment la règle sur les 21 millions. D'accord. Plus il coûtera même, parce que ça veut dire que si j'ai 10 fois plus de machines, il faut que j'envoie 10 fois plus de données pour la moindre transaction. Alors en fait, c'est un système peer-to-peer. Ça marche exactement comme les fichiers de torrent, que tout le monde utilise pour des torrents légaux, bien entendu. Donc ça marche exactement comme les fichiers de torrent. C'est-à-dire vous n'avez pas une machine qui distribue à toutes les autres machines une donnée. Ça aurait bien entendu un coût exponentiel par rapport au nombre de données envoyées. Mais vous avez la première machine qui en contacte 10 et qui leur envoie un nouveau bloc de transaction. Puis chacune de ces 10 en contacte 10 autres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc au final, le coût pour l'ensemble du réseau n'est pas très élevé. Le coût est réparti sur les machines. Absolument. Il Alors, reste là. ce coût est quand même relativement modeste, dans la mesure où chaque bloc de transaction, c'est-à-dire un bloc toutes les 10 minutes, chaque bloc de transaction est limité à 1 mégaoctet. 1 mégaoctet à envoyer toutes les 10 minutes, ça va. Même avec un modem 56K, ce serait suffisant. Monsieur. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples autres que l'échange de monnaie, des applications concrètes qui ont été déjà faites par la blockchain? Ouais. Alors, là pour l'instant, je vous ai surtout parlé de Bitcoin. Alors vous avez d'autres crypto-monnaies. Aujourd'hui, on en compte plus de 1700. Bon, vous en avez pas mal qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, mais vous en avez certaines qui sont relativement intéressantes parce qu'elles permettent de faire, et notamment la deuxième monnaie en termes de valorisation qui s'appelle l'Ethereum. Et avec l'Ethereum, il y a énormément d'applications qui nous semblent extrêmement intéressantes. Pourquoi? Oui, avec du Bitcoin, tout ce que je peux faire, c'est faire des transactions relativement simples. Je vous envoie un demi-Bitcoin, vous m'envoyez un quart de Bitcoin, on est content, on se fait des échanges, et en échange, je vous envoie un produit ou un service. Avec de l'Ethereum, j'ai une dimension supplémentaire. Parce qu'avec de l'Ethereum, je vais pouvoir faire des transactions avec des conditions. Exemple, je vous enverrai 10 Ethers à condition que le Paris Saint-Germain gagne son match de la semaine prochaine. Et j'ai fait un système de paris sur les matchs de foot. Je vous enverrai 20 Ethers à condition que le dollar ait pris 5% par rapport à l'euro sur un mois. Et j'ai créé un produit financier dérivé. Je vous enverrai 30 Ethers si votre voiture tombe en panne sur les 6 prochains mois. Et j'ai créé un système d'assurance. D'accord. Donc ça, vous avez le monde corporate qui s'intéresse énormément à cette technologie. On appelle cette technologie des smart contracts. D'accord. Les contrats intelligents. Pourquoi? Parce que c'est des contrats, c'est des transactions contrats qui vous diront, ok, je vais livrer un montant en Ether, un montant d'une monnaie en particulier, à la condition qu'il se produise tel ou tel événement. Donc là, je vous ai cité des conditions simples. Il se produit un événement, je déclenche la transaction, mais ça peut être des choses extrêmement complexes. On peut fabriquer des programmes qui dépendent de plusieurs facteurs, etc., dans le temps, etc., etc. Et donc ça intéresse énormément le monde corporate. Et l'exemple que je vous ai cité sur l'assurance, c'est un exemple qui existe d'ores et déjà. Vous avez notamment AXA qui a créé un système d'assurance basé sur la blockchain, sur les retards des vols d'avions. Et ça fonctionne. Vous parliez de transactions, si c'est décuple que si certaines conditions sont remplies. Ouais. Qui va vérifier ces conditions? Est-ce que c'est la blockchain qui va regarder? Bonne question. Il faut savoir si le PSG a vraiment gagné. Oui, absolument. Dans le cas d'un match de foot, c'est relativement simple de créer un robot qui va se connecter sur news.google.fr et de chercher PSG et de voir que effectivement le PSG a gagné. D'accord. Dans le cas d'autres choses, ça peut être relativement plus complexe. Par exemple, vous avez des gens qui s'intéressent à la blockchain pour y mettre des testaments. Donc, bien évidemment, si vous avez quelqu'un qui est décédé, imaginez, vous créez un smart contract qui dit au décès de telle personne, il faut que ses ayants droit reçoivent tel montant en Ether. Seulement, comment vous allez détecter que telle ou telle personne est décédée?
bah, vous allez pouvoir utiliser un système qu'on utilise depuis des années et des années, c'est-à-dire les notaires. Donc, vous pouvez très bien demander à un notaire d'annoncer sur la blockchain via un smart contract que telle personne est décédée. Alors on parle à ce moment-là d'un système d'oracle. L'oracle, autant grec, c'est celui qui disait la vérité. D'accord ? Donc soit on arrive à avoir des systèmes qui peuvent ramasser l'information relativement facilement. Les retards des vols aussi, c'est relativement facile. Vous avez des bases de données qui vous indiquent les retards des vols extrêmement facilement. Soit, si on ne peut pas avoir accès à l'information facilement et de façon sûre, bah on aura besoin d'un oracle, quelqu'un à qui on fait confiance. Alors oui, ça peut remettre en cause le système de décentralisation, d'accord ? Puisque là, on aura besoin d'un tiers à qui on fait confiance, mais voilà, dans certains cas, c'est un risque qu'on est obligé de prendre, puisque sinon, ça ne pourra pas fonctionner. J'ai entendu parler de proof of contest. Proof of contest. Oui, en blockchain. Alors, il y a je vais vous parler du système de minage. L'idée, c'est, donc je vous parlais tout à l'heure, toutes les 10 minutes, vous avez 12 bitcoins et demi qui sont créés. D'accord ? Alors, comment ils sont créés et à qui ils sont donnés ? Donc, vous avez des gens qui font tourner des machines qu'on appelle les mineurs. Pourquoi on les appelle les mineurs ? Encore une fois, pour faire référence, encore une fois, à ce système aux métaux précieux. Donc, de la même façon que vous avez des gens qui prennent leurs pioches pour aller creuser le sol et ramasser de l'or, vous avez des mineurs qui vont créer des nouveaux bitcoins. Et ces mineurs, en fait, leur job, c'est de vérifier toutes les transactions qui viennent d'être ajoutées au réseau Bitcoin ou à d'autres réseaux tels que Ether, par exemple. C'est eux qui vont valider l'intégralité des transactions, qui vont les transformer en un bloc et qui vont distribuer ce bloc à travers l'ensemble des nœuds du système. Et les 12 bitcoins et demi en question dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la récompense que le réseau offre à ces mineurs pour qu'ils continuent à faire ce travail indispensable. C'est les mineurs, et notamment avec la puissance de calcul des machines qu'ils utilisent, qui garantissent qu'on ne peut pas modifier une transaction sur la blockchain une fois qu'elle y a été écrite. Le principe est relativement simple à comprendre, c'est si jamais vous vouliez modifier une transaction qui a eu lieu sur la blockchain, vous seriez obligé de sortir à peu près autant de puissance que les mineurs qu'ils ont utilisé pour la mettre à l'intérieur de la blockchain. Donc ça, ce principe-là, c'est ce qu'on appelle le proof of work. Aujourd'hui, preuve de travail. Aujourd'hui, la plupart des blockchains fonctionnent par ce système de preuve de travail, c'est-à-dire par juste la mesure de la puissance de calcul. Pour vous donner un ordre d'idée, sur la blockchain Bitcoin, aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, on est aux alentours de 35 10 puissance 18 calculs par seconde. 35 milliards d'opérations par seconde sur la blockchain Bitcoin pour vérifier les transactions. Et même avec cette puissance de calcul qui est gigantesque, il leur faut encore une dizaine de minutes pour valider un bloc. C'est ça qui garantit l'immuabilité des données sur la blockchain. Alors vous avez d'autres gens qui ont dit, bon, ok, c'est un système qui fonctionne, certes, mais c'est un système qui est extrêmement énergivore. De fait, oui, parce que les mineurs utilisent des machines, aujourd'hui c'est vraiment des hangars remplis de machines du sol au plafond, et c'est des machines qui consomment pas mal d'électricité. Et on se dit, bon, il y a peut-être un moyen de faire autrement, de ne pas avoir un gaspillage d'électricité monstrueux pour valider l'intégralité des transactions. Et donc vous avez différents modèles qui ont été proposés pour faire du minage, mais qui ne coûtent pas des quantités hallucinantes d'électricité pour qu'ils fonctionnent. D'accord ? Alors vous avez des choses comme les proof of importance, comme proof of stake, etc., qui se proposent comme alternative au modèle de proof of work. Le modèle que vous avez cité, je ne le connais pas directement, mais voilà, vous pouvez vous dire c'est des formes de minage alternatifs qui peuvent être moins énergivores. Je peux revenir sur le point qui est de créer de la monnaie Oui. Pour récompenser les mineurs. Ouais. Si on va diviser, pour arriver à un moment donné au maximum de 21 millions, le nombre de monnaies émises, l'intérêt pour le mineur va diminuer. Bonne question. Ça veut dire qu'à un moment donné, ces gens-là, en théorie, seront plus payés par l'émission. Exactement. Quel sera l'intérêt pour eux? Et heureusement, c'est une excellente question, heureusement, ils ont une deuxième source de revenus.
Donc les mineurs, ils ont à la fois une source de revenus qui est de la création monétaire et une autre source de revenus qui est une commission sur toutes les transactions qui sont incluses à l'intérieur d'un bloc. D'accord ? Alors cette commission, aujourd'hui, elle est relativement faible. Aujourd'hui, elle traîne aux alentours de 10 à 20 centimes d'euros par transaction. D'accord ? Et comptez que dans un bloc, il peut y avoir de 2000 à 3000 transactions à l'intérieur. Donc vous faites la multiplication et vous obtenez la récompense. Lorsque les cours étaient plus hauts et qu'il y avait beaucoup plus de demandes, on pouvait arriver à une récompense de 13 bitcoins par bloc environ. C'est-à-dire un demi-bitcoin de commission. Alors bien entendu, c'est beaucoup plus faible que ce qu'ils vont recevoir en termes de création monétaire, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, il va se produire un équilibre entre la rentabilité que ces gens ont sur les machines dont ils disposent et ce que le marché va pouvoir leur offrir en termes d'espoir de gain sur le fonctionnement de leur machine. Il peut arriver, lorsque les cours sont en baisse notamment, qu'une partie de ces mineurs coupe une partie des machines pour pouvoir avoir des coûts de fonctionnement moins importants et que lorsque le marché se retourne, hop, ils remettent ces machines en ligne. Et puis c'est vraiment une économie et ces gens, ils gèrent constamment la rentabilité de leurs opérations en fonction du coût de l'électricité, du coût de leur machine et du cours du Bitcoin lui-même. Est-ce qu'il arrive que les mineurs ne valident pas des transactions dans quel cas? Alors par exemple, je vous ai dit tout à l'heure, à chaque fois que vous voulez envoyer une transaction sur le réseau, vous devez donner une commission aux mineurs. Mais cette commission, c'est vous qui la choisissez. D'accord ? Il n'y a rien qui vous dit vous devez mettre une commission minimale, etc., etc. Alors si vous voulez, par exemple, vous avez tout à fait le droit d'envoyer une transaction sur le réseau qui a 0 commission. 0. Les mineurs ne recevront rien avec cette transaction. Et eux, ils ont tout à fait le droit de ne pas prendre votre transaction et de la laisser là tranquillement. Alors, une autre mineure va le prendre peut-être, non ? Alors, la façon dont le système fonctionne, c'est que le premier mineur qui réussit à trouver un bloc, il va gagner les 12 bitcoins et demi. D'accord ? Même si ils se partagent plus ou moins le travail, au final, il y en a un qui va réussir à trouver un bloc et il y en a un qui va réussir à avoir les 12 bitcoins plus les commissions. Alors, qu'est-ce qui se passe en général dans la réalité ? C'est chaque bloc a un certain espace, d'accord, jusqu'à remplir 1 mégaoctet. Et en fait, les mineurs, ce qu'ils font, c'est que tout naturellement, ils vont d'abord prendre les transactions qui leur offrent la meilleure commission et vont les inclure dans leur bloc. Et puis, s'il reste un petit peu de place, on va prendre même les transactions qui ont 0 commission, pas de problème. Mais s'il y a beaucoup de transactions qui ont lieu parce qu'on est sur un moment de fièvre et qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, etc., là, vous pouvez avoir plein de transactions, même avec une commission faible, qui ne seront pas acceptées. Alors ces transactions, elles ne disparaissent pas, elles restent en attente. Elles restent en attente d'être validées jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de place dans un bloc et qu'il n'y ait pas de transactions avec des commissions plus intéressantes. Et là, les mineurs, ils vont les insérer dans leur bloc. Vous voyez ? Donc en fait, la personne qui envoie une transaction sur la blockchain, elle va choisir elle-même la commission qu'elle va y rentrer, qui détermine en fait la priorité que cette transaction aura. Donc si vous voulez que votre transaction elle passe immédiatement, vous allez mettre une commission relativement élevée. Si ce n'est pas très grave, que vous avez du temps, vous mettez une commission faible. Donc, si j'ai bien compris, sur le Bitcoin, il y a à peu près une dizaine de milliers de machines qui minent, c'est ça ? Pas du tout. C'est vraiment deux types de machines différentes. D'un côté, vous avez les nœuds de la blockchain. Donc les nœuds, il en existe à peu près 10 000, effectivement. Les nœuds, tout ce qu'ils ont, c'est... Non, pas du tout. Tout ce qu'ils ont, c'est une copie intégrale de la blockchain, d'accord, et quelque chose qui définit le système de règles de fonctionnement du réseau Bitcoin. Juste un petit bout de programme. Les mineurs, eux, ce sont des machines totalement différentes. Et les nœuds, ils n'ont aucune récompense de quelque ordre que ce soit. D'accord. Les mineurs, eux, ne travaillent que sur les transactions qui viennent juste d'arriver dans les 10 dernières minutes sur le réseau. D'accord. Et leur but, c'est de les introduire dans un nouveau bloc et ensuite de distribuer ce bloc sur les nœuds. D'accord. Donc on a vraiment affaire... Pardon ? Ils sont connectés aux nœuds, puisque du coup, lorsqu'il y a un mineur qui trouve un nouveau bloc, il l'envoie à tous les nœuds. Enfin plutôt, il l'envoie à 10 nœuds qui ensuite les répliquent de cette façon-là. Les nœuds ne minent pas. Les mineurs... Alors vous avez plein de gens, vous avez d'abord des particuliers qui trouvent que c'est intéressant d'avoir un nœud parce que ça augmente la sécurité du réseau. Vous avez aussi des entreprises telles que la nôtre
nous avons un nœud, parce qu'on préfère se connecter directement à une machine qu'on possède chez nous, plutôt que d'aller ailleurs pour notamment des raisons de sécurité. Parce que la question qui vient derrière, c'est, imaginons par exemple un consortium bancaire Oui, qui trouve que le Bitcoin lui fait de l'ombre, par exemple. et qui ont d'immenses data centers, et qui se dit, on va miner du Bitcoin et comme ça on va en prendre le contrôle. Est-ce Ouais. que c'est possible? Je ne sais pas, c'est peut-être... Alors oui, pourquoi pas? Oui, oui. Si vous avez quelques milliards d'euros, je vois la dernière estimation, c'était si je ne dis pas de bêtises, c'était aux alentours de 4-5 milliards d'euros. Si vous avez entre 4 et 5 milliards d'euros, vous pouvez acquérir suffisamment de puissance de calcul pour prendre plus ou moins le contrôle du système de minage Bitcoin. Encore, vous n'êtes pas à 100%, mais vous êtes déjà à un taux relativement élevé. Et vous dites, ok, pas de problème, à partir de là, j'ai les poches bien pleines. Ça peut être une entité étatique également qui pourrait décider ça. J'ai les poches bien pleines, je vais créer des machines de minage et à partir de là, c'est moi qui vais contrôler quelles sont les transactions qui rentrent sur le réseau ou pas. Ok, pas de problème. Seulement, ce qui va se passer, c'est que les gens qui font tourner d'ores et déjà les machines existantes sur le réseau, ils vont dire, nous, on va créer un nouveau Bitcoin. Ça porte un nom, c'est des choses qui ont déjà été faites, on appelle ça un fork. Ça veut dire que je vais me détacher du Bitcoin existant et que je vais créer une nouvelle monnaie alternative. Et là, votre entité entreprise, bancaire ou étatique serait bien embêtée parce qu'elle va se retrouver avec l'équivalent de 5 milliards d'euros en machines sur les bras que personne n'utilisera. Le système est vraiment bien résistant à la censure. En ayant ruiné tous ceux qui avaient des gros portefeuilles en Bitcoin. Pourquoi? Si ils arrivent à couler la monnaie. Ah non, là on parle pas de couler la monnaie. Là, si on s'apercevait qu'il y avait une entité, qu'elle soit étatique ou qu'elle soit une entreprise qui commençait à vraiment prendre le contrôle sur le réseau, on ferait un clone du réseau. D'accord, on appelle ça un fork. On fait un clone du... Oui, d'accord, on garde l'existant en fait. C'est ça. On garde l'existant, on leur dit, ok, vous avez pris le contrôle sur ce réseau, il est à vous, allez-y, il n'y a aucun problème. Mais nous, on va garder le nôtre et on va faire une copie du réseau existant et on va être tout seul dessus. Et moi, avec mes 3 bitcoins, qu'est-ce que je deviens? Mes 3 bitcoins Lorsqu'il y a ce qu'on appelle un fork, donc c'est exactement ce phénomène-là, c'est-à-dire vous avez des gens qui disent, nous, on a une meilleure idée, un meilleur système de fonctionnement pour le réseau, etc. On va créer un clone du réseau existant. Eh bien, vous vous retrouvez avec 3 bitcoins sur l'ancien réseau et 3 bitcoins sur le nouveau. D'accord ? Puisque on a juste fait un clone de la blockchain existante. Donc, vous avez forcément les deux. Ça existe, c'est déjà fait. C'est déjà arrivé. Notamment le 1er août 2017, il y a eu le plus gros fork sur le réseau Bitcoin qui a abouti à la création d'un nouveau Bitcoin qui s'appelle le Bitcoin Cash. Alors, il n'a pas la même valeur que le Bitcoin, puisque outre le nombre de Bitcoins qui est identique, 21 millions des deux côtés, mais la valeur de ce nouveau Bitcoin, elle est déterminée bien entendu par le marché, en fonction de l'offre et la demande. Et le marché s'est dit, non, ce nouveau Bitcoin, il a moins de valeur que le Bitcoin existant. Donc la valeur du Bitcoin Cash, si je ne dis pas de bêtises, elle avoisine les 400 ou 500 euros, alors que celle du Bitcoin est aux alentours de 5500. C'est super intéressant ce que vous dites avec la censure. Si on met un État, donc les 4 ou 5 milliards d'euros, il peut avoir autant de puissance de calcul que tout le réseau. Ouais. Donc le réseau va forquer, c'est ça, pour... Ouais. Et qu'est-ce qui empêche donc l'État de remettre toutes ces machines sur le nouveau réseau? Ça va recréer un autre fork et tout le monde sera fermé. Alors oui, on pourrait faire ça. Vous avez déjà des gens qui commencent à travailler sur la question. Si jamais ça se produisait, la chose qu'on ferait, c'est qu'on bloquerait les mineurs qui pourraient avoir accès au système. Qui les bloquerait, du coup? À l'intérieur du code source, directement. Donc on pourrait très bien dire, ok, telle entité ou telle entité de minage, je vais complètement l'isoler du réseau, elle ne pourra plus rejoindre mon réseau. Alors vous ne pouvez pas faire ça sur le réseau Bitcoin original, vous êtes obligé de forker et de modifier votre code pour que ce ne soit pas possible, bien sûr. Qui gère le code? Intéressante question. Alors qui gère le code? On a à peu près 200 à 300 informaticiens qui ont un accès direct en écriture sur le code du Bitcoin. Mais vous allez me dire, mais dans ce cas-là, on n'est pas décentralisé, puisqu'il y a 200 ou 300 informaticiens qui ont le contrôle direct sur le code. Si on n'a qu'à les corrompre ceux-là pour pouvoir passer à 22 millions ou à 100 milliards de Bitcoin disponibles. Il est public, Le code est entièrement public, vous allez sur GitHub Bitcoin et vous avez l'intégralité du code source. Heureusement qu'il est public.
Alors, comment on fait pour pallier à ce genre de problématique? Comment je fais pour éviter que vous avez ces 200 ou 300 personnes qui soient corrompues directement et pour qu'elles implémentent une modification nocive à l'intégralité du système? Eh bien, revenons à notre système de nœuds. Vous avez 10 000 nœuds répartis sur la planète et ces 10 000 nœuds, ils ont une copie du code, le fameux code source du Bitcoin. L'exécutable qu'ils font tourner sur chacune de leurs machines a une copie de cet exécutable avec notamment les règles de fonctionnement du réseau. Alors, imaginez que je prenne le contrôle de ce groupe d'informaticiens et je dise, OK, moi je produis une nouvelle version du protocole Bitcoin qui a par exemple 1 milliard de Bitcoin disponibles à terme. Comment est-ce que je fais? Eh bien, moi je peux produire une nouvelle version du code, mais les 10 000 nœuds, ils vont devoir être mis à jour. Les 10 000 nœuds, ils ont un programme qui tourne sur leur machine. Moi, je propose une nouvelle version du protocole. Ils vont devoir la télécharger et la mettre à jour. Exactement de la même façon que lorsque vous avez votre ordinateur qui vous dit « Bonjour, il y a une nouvelle version de tel ou tel programme, est-ce que vous voulez vous mettre à jour ?» Et là, vous avez la possibilité de dire oui ou non. Et donc, au final, qui décide? Ce sont les propriétaires des nœuds. Si on s'aperçoit qu'il y a une modification, même par les développeurs officiels du protocole Bitcoin, qu'il y a une modification qui est proposée avec une nouvelle version et que cette nouvelle version est nocive, eh bien vous avez les nœuds qui ne vont pas l'installer. Et c'est eux-mêmes au final qui vont décider, c'est eux-mêmes sont les propriétaires de ces 10 000 nœuds qui sont les garants finaux de la stabilité du code et de son contrôle. Il y a souvent des modifications code? Oui, oui, on va dire une fois tous les 2 mois environ. Et donc peut-être une partie des gens ont quelques jours et une partie reste sur des autres Alors, versions. Comment ça peut être? La plupart du temps, les modifications qui sont implémentées, les nouvelles versions du protocole ne sont pas incompatibles avec les versions précédentes. D'accord, heureusement. Donc c'est des évolutions en matière de sécurité, etc., etc. Il y a des gens quand même relativement costauds qui travaillent sur ce code. Mais il peut y avoir, et il y a déjà eu, des modifications qui sont complètement incompatibles avec les versions précédentes. Au niveau des règles, exactement. Dans ce cas-là, effectivement, se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas avoir la moitié du réseau qui fonctionne avec la version 1 et l'autre moitié avec la version 2. Ça ne peut juste pas marcher. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit, chacune des nodes va annoncer au monde la version qu'elle est en train de faire fonctionner. Donc imaginez, j'ai tout le monde en version 1, je produis une version 2. Vous avez 10%, 20% des nodes qui téléchargent la version 2 et qui commencent à annoncer au monde « j'ai la version 2 ». Elles continuent à fonctionner avec la version 1, elles disent juste « j'ai la version 2 ». Et quand on arrive à un seuil suffisant, mettons 80% des nodes ont mis à jour, boum, vous basculez dans la seconde tout le monde. Monsieur. Comment ont été choisis les informaticiens qui travaillent sur le code du Bitcoin? Par cooptation. Exactement comme des projets tels que Linux. Vous avez des gens qui ont commencé à envoyer des propositions de modification du code, des propositions d'évolution qui sont intéressantes, etc. La première fois, on va accepter votre modification, on va vous dire c'est sympa. La deuxième fois, on va dire ah oui, vous êtes déjà de retour. Et la 10e fois que vous proposez une modification intéressante, on va vous proposer est-ce que vous voulez devenir développeur du système? Exactement comme Linux. Est-ce que vous pouvez revenir sur la formation du prix? Je comprends que c'est l'offre allemand, ce serait un marché idéal. Mais quand on voit bon, d'abord on arrive dans un marché qui est presque fermé, puisque 21, on est à 18, on arrive à 21, c'est pas forcément ça qui fait des écarts de cours. Il y a encore de la place. Hein. Voilà, il y a de la place. Et on a des écarts de cours intraday qui sont de l'ordre de 10 à 15 ou 20%. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ce marché est aussi volatile? Alors déjà, parce qu'il n'y a pas beaucoup de volume au final. La valorisation du Bitcoin aujourd'hui, c'est à peu près 100 milliards d'euros. Okay, 100 milliards d'euros, c'est epsilon par rapport à d'autres systèmes. Vous avez quelque chose qui est relativement jeune. Les premières plateformes de change datent de 2011-2012. Et vraiment, on peut considérer que le Bitcoin est vraiment devenu mainstream à partir de 2017. En 2017, où notamment les médias qui ont commencé à s'y intéresser et à en parler quasiment au quotidien vers la fin de l'année 2017. Alors oui, c'est vrai, ça reste quelque chose de très spéculatif. Pourquoi? Parce que justement, on considère qu'il y a à peu près 75% à 80% des transactions qui ont lieu sur le réseau Bitcoin qui sont de l'investissement / spéculation.
Et on pense qu'au fur et à mesure du temps, lorsque ce sera de plus en plus utilisé pour faire de véritables transactions où des gens achètent des vrais produits ou des vrais services, que là, ça va pouvoir se stabiliser, puisque là, on aura vraiment beaucoup plus un point de comparaison avec la vraie valeur d'un vrai produit ou d'un vrai service. Vous voyez ce que je veux dire? Donc au fur et à mesure, on pense que la stabilisation, elle va provenir de là. Oui, mais ma question, c'est comment le prix est formé? Alors, comment le prix est formé? Pardon. Je vous ai parlé Oui, bien sûr. par rapport à votre introduction, c'est qu'une monnaie représente plus ou moins l'état de santé d'une économie. Plus ou moins, ouais. Alors, ça représente quoi aujourd'hui? ou plutôt, en reformulant votre question, quel est le sous-jacent? Ok. Eh bien, on peut dire que le sous-jacent du Bitcoin, c'est l'électricité qui est nécessaire pour le créer. D'accord. Parce que, imaginez tous ces gens, toutes ces machines tous les gens qui font tourner notamment ces machines de minage. Vous vous rendez bien compte que ces machines, vous avez des hangars entiers remplis de machines du sol au plafond qui fonctionnent constamment 24 heures sur 24. Ces gens, s'ils veulent gagner de l'argent, il faut considérer le coût d'achat de ces machines, le coût de gestion des locaux, le coût des salaires et le coût de l'électricité. Donc si à un moment ils ne sont pas rentables, ils vont couper ces machines et ils ne vont plus les faire fonctionner. Donc in fine, on peut dire que le cours au moins plancher du Bitcoin, ça va être le cours qui est nécessaire pour que ces gens qui font ce travail de minage puissent continuer à faire fonctionner leurs machines. On n'a pas, comme pour les monnaies fiduciaires, une entité centralisée qui va décider de l'émission monétaire en fonction de paramètres macroéconomiques quelconques. Ici, on a juste un système qui va déterminer l'offre et la demande, parce qu'évidemment, ces gens, les mineurs, ils vont vendre la plupart des bitcoins qu'ils arrivent à récolter plus ou moins immédiatement sur le marché pour pouvoir continuer à faire fonctionner leurs opérations. D'accord ? Il faut bien qu'ils puissent payer leurs factures, donc ils sont obligés de vendre 80 à 90% des bitcoins qu'ils récoltent immédiatement sur le marché, rien que pour pouvoir continuer à exister. D'accord ? Donc on a constamment une offre qui est générée par les mineurs et une demande qui, elle, dépend du marché, qui, elle, dépend de combien de gens, à un moment T, sont intéressés par l'achat de crypto-monnaies. D'accord ? Voilà à peu près comment on peut déterminer comment le cours se situe. Ça, c'est plus bas. Pardon ? Ça, c'est plus bas. Ça, c'est à peu près le cours. Alors, le plus haut, ça dépendra de l'intérêt qu'on peut avoir. Alors, si on regarde le plus haut a eu lieu au mois de décembre 2017. Au mois de décembre 2017, on a atteint environ 16 000 euros par Bitcoin. Et là, le plus haut, il se détermine évidemment par l'intérêt que le grand public, notamment, peut avoir sur le Bitcoin. Alors, en 2017, à partir du mois d'octobre, on a vraiment vu un effet boule de neige, où on avait de plus en plus de gens qui découvraient le Bitcoin, qui s'y intéressaient. Du coup, ces gens, ils achetaient du Bitcoin. Du coup, vous aviez le cours qui montait. Et plus le cours montait, plus vous avez les journalistes qui s'y intéressaient et qui publiaient des articles. Et donc, de plus en plus, vous avez des gens qui le découvraient. Vous voyez vraiment un effet boule de neige où il y avait de plus en plus d'entraînement. Et on a eu des jours où le cours est vraiment parti en mode exponentiel. Et du coup, on se retrouve là, du coup, fin 2017, on avait clairement affaire à une bulle spéculative qui a éclaté au début du mois de janvier. D'accord ? Donc voilà, le plus haut, lui, il dépend plus de la fièvre autour du Bitcoin. Vous parlez de ces gros centres de calcul. Oui. Ils sont dédiés qu'au Bitcoin ou ils avaient d'autres activités avant? Ils ont peut-être d'autres activités en parallèle, genre stockage ou... Non, parce qu'aujourd'hui, le minage du Bitcoin, spécifiquement le Bitcoin, se fait avec des machines qui ne font que ça. D'accord ? C'est des machines qui portent le nom d'ASIC et c'est des machines qui ont été construites électroniquement pour être le plus efficace possible pour une seule opération, qui est l'opération cryptographique qui permet de vérifier les transactions autour du Bitcoin. Donc on a vraiment du matériel qui est 100% spécifique pour le minage du Bitcoin. Et donc ce sont bien évidemment des opérations qui sont construites à partir de rien. Quand on parle de gaz, air, c'est quoi? Alors, je vous parlais tout à l'heure du fait que vous mettez une commission sur chaque transaction dans le monde du Bitcoin. Dans le monde de l'Ethereum, cette commission, on l'appelle le gaz. Alors, elle est un peu plus compliquée à calculer parce que là, on parle de smart contract et on considère que le gaz dans le monde de l'Ethereum, c'est le carburant qui est nécessaire pour faire exécuter le programme qui est à l'intérieur d'un smart contract. On va être sur des choses un peu plus compliquées. Et j'ai une autre question. Oui, je vous en prie. On dit que toutes les crypto-monnaies s'alignent leur cours
sur Bitcoin. À quelques exceptions près, oui. Alors, le Bitcoin, c'est la première des crypto-monnaies. En termes de création, elle a été créée en 2009, alors que les suivantes, elles datent de 2011-2012. C'est celle qui est la plus connue. On va dire, tout le monde a déjà entendu un petit peu parler de Bitcoin, tandis que des monnaies comme Ethereum, Litecoin et autres, c'est déjà beaucoup plus confidentiel. Et donc, effectivement, c'est le Bitcoin qui va donner le là sur le marché. Et la plupart des autres cryptoactifs, ils vont suivre le cours du Bitcoin. Je lisais justement avant-hier un article qui disait « Ce n'est même pas la peine de diversifier un portefeuille en crypto-monnaie en autre chose que du Bitcoin, puisque toutes les autres crypto-monnaies vont suivre le cours du Bitcoin. » Alors, à quelques exceptions près. Et juste une question au niveau de, par exemple, le Bitcoin en France, là actuellement, dans quel cadre quelle entreprise l'accepte Alors, vous avez des gens comme par exemple showroomprivé.com qui acceptent les paiements en Bitcoin. Vous avez Expedia, mais c'est plus ou moins douteux s'ils l'acceptent encore. Vous avez des magasins physiques. Par exemple, à 2 pas d'ici, vous avez un passage qui s'appelle le passage des Grands Cerfs, dans lequel vous avez tous les commerçants qui acceptent les paiements en Bitcoin depuis plus d'1 an. Oui, c'est-à-dire on paye comment avec le flash code là C'est ça. C'est-à-dire, quand vous voulez faire un paiement en Bitcoin, le marchand, lui, il aura un téléphone sur lequel il y aura une application. Il va vous afficher un QR code. Vous, avec votre téléphone, avec une application, vous allez scanner ce QR code, valider, terminer. D'accord. Ça vous prend mais 3 secondes. Ça va dépendre du marchand. Alors, on va dire que les cours, ils sont tous plus ou moins corrélés, puisqu'il va y avoir des gens qui vont faire de l'arbitrage. Si vous détectez qu'il y a un delta de 5 € entre 2 plateformes, vous créez un compte sur les deux et puis vous gagnez de l'argent de cette façon-là. Ça permet de lisser les cours. Si vraiment vous voyez une plateforme où le cours est radicalement différent du cours moyen des autres plateformes, attention, méfiez-vous, c'est peut-être une plateforme qui présente des problèmes. Une fois la transaction faite avec ce téléphone, oui. Quel terminal informatique, ça part sur Internet, ça passe sur une machine physique, ou c'est directement les mineurs qui essayent de l'intercepter. Je ne sais pas comment ça se passe exactement. C'est les mineurs qui la voient directement et qui essaient de l'intercepter. Sur Internet, le mineur l'intègre à un bloc, et dès que ce bloc est formé et valide... Mais avant d'intégrer, il faut qu'il la capture. Oui, alors votre terminal, lui, va être capable de se connecter à une machine qui est disponible sur Internet pour lui dire « Ah, voilà une nouvelle transaction, insérez-la dans un bloc. » Une machine unique ou plusieurs? Oh non, plusieurs. Tout ça est complètement distribué. Ces machines sont chez les mineurs ou c'est encore oui, chez les... la plupart du temps chez les mineurs. Ouais. D'accord. Ils doivent se signaler, par exemple, au rôle de développeur, au moins aux gens qui... un mineur doit donner des informations aux gens qui gèrent le Bitcoin. Non. Ou on peut se déclarer mineur comme ça. Comme ça. Mais vous n'avez même pas besoin de vous déclarer. Vous vous connectez au système, vous connectez à 2-3 pires et vous êtes bon. Bon, avec mon pauvre petit ordinateur qui n'a pas de puissance de calcul, est-ce que j'ai une chance d'en choper un? Vous avez toujours une chance. Vous avez toujours une chance. Une chance sur quelques milliards d'années. Je pense moins de chance. Ah oui. Ah oui. Imaginez, quand vous avez des gens qui ont des machines spécifiquement créées pour ça, avec un hangar rempli de 10 000, 15 000 machines comme ça, évidemment, ils ont une petite chance supplémentaire par rapport à vous. Oui, bien évidemment, la probabilité que vous avez d'être le mineur qui réussit à trouver un nouveau bloc est directement proportionnelle à votre puissance de calcul. Oui. Et gagnent beaucoup ces mineurs ou c'est un jeu on considère qu'aujourd'hui, le minage, c'est vraiment un jeu de grande échelle. C'est-à-dire, c'est justement des opérations qui sont de plus en plus volumineuses, où il faut considérer, par exemple, que vous avez beaucoup de ces mineurs qui sont installés dans les pays du Nord. Chine, nord de la Chine, Norvège, Islande. Pourquoi? Parce que le refroidissement de ces machines est bien entendu un gros facteur. On estime que jusqu'à 30% du coût en électricité de ces gens, c'est pour le refroidissement. Donc si vous êtes en Norvège et que vous voulez juste ouvrir les portes grandes ouvertes, c'est déjà ça de gagner. Donc oui, c'est vraiment un marché qui fonctionne sur pas mal d'économies d'échelle. Pourquoi les GAFA n'ont pas encore créé leur monnaie? Certains, paraît-il, y pensent. Il paraît que Amazon a notamment déposé une centaine de brevets en rapport avec la blockchain. Bon, alors
certes, ils n'ont pas forcément encore le besoin, l'envie. Vous avez des grands groupes, par contre, qui commencent à s'y intéresser, notamment des groupes de la distribution, qui commencent à s'intéresser à créer leur propre crypto-monnaie pour remplacer tous les, vous savez, ces systèmes de fidélisation. On va vous donner des points sur votre carte. Tout ça pourrait très bien être assez rapidement remplacé par des crypto-actifs. Voilà, ça répond très très bien à la question et ça pourrait remplacer ce genre de système sans trop de problèmes. Alors, je vais prendre une toute dernière question, de préférence par quelqu'un qui n'en a pas posé. Allez-y. Madame. Donc pas d'électricité, pas de bitcoin. Pas d'électricité, pas de bitcoin. Pas d'internet, pas de bitcoin. Bien entendu, le bitcoin, c'est une technologie qui repose sur la société telle qu'elle est aujourd'hui construite, la société moderne. Évidemment, si on avait des gros problèmes civilisationnels, le bitcoin disparaîtrait du jour au lendemain, comme tout un tas d'autres choses. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui.